Je suis Alix Martin, ancienne notaire et aujourd'hui agent immobilier. Bienvenue sur Bientôt chez moi, le podcast qui simplifie l'immobilier. Que vous soyez vendeur en recherche d'un bien ou que le sujet vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Acheter un bien immobilier, c'est un projet qui est excitant, mais c'est un projet qui peut faire peur. Aujourd'hui, vous avez ce projet en tête et il devient réel. Mais c'est aussi maintenant que vos interrogations et vos doutes apparaissent. Allez-vous faire le bon choix ? Serez-vous protégé face à un vendeur malhonnête ? Que se passe-t-il si des défauts apparaissent dans le bien après l'acquisition ? Autant de questions que vous vous posez et auxquelles je vais répondre, puisque dans cet épisode, nous allons voir dans quelle mesure vous serez protégé en tant qu'acquéreur. En fait, quelles sont les mesures qui sont mises en place par la loi pour faire en sorte que vous soyez protégé ? Votre protection, elle va commencer au stade de l'annonce immobilière, puisque l'absence de certains éléments peut mener à une sanction judiciaire pour l'agent immobilier qui l'a publié. Dans les mentions obligatoires, je peux vous donner par exemple le prix de vente, le montant des honoraires, qu'est-ce qu'on a, le classement énergétique du bien, les risques naturels, les risques de pollution à proximité du bien. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'informations qui sont obligatoires. Donc déjà, à ce stade, vous êtes protégé vis-à-vis de l'agent immobilier. Mais les vérifications et votre protection vont encore augmenter lors du passage de votre dossier chez le notaire, puisque des garanties sont déjà présentes dans le compromis de vente. Quelles sont-elles ? Je vais d'abord vous parler des conditions suspensives. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme sans vraiment comprendre sa signification. En fait, c'est un événement qui doit absolument se produire pour que la vente définitive ait lieu. Il peut s'agir de l'obtention d'un prêt bancaire, de la vente d'un bien qui vous appartient, d'une autorisation de la mairie pour obtenir un permis de construire. Autant d'événements qui, s'ils se produisent, vont formaliser la vente. Au contraire, si l'événement indiqué dans le compromis ne se réalise pas, la vente n'aura pas lieu sans que vous soyez tenu de rien envers le vendeur. En pratique, qu'est-ce que ça donne ? Si vous avez besoin d'un prêt bancaire pour pouvoir acheter l'appartement que vous souhaitez, cette condition, elle est indiquée dans le compromis. Si la banque vous accorde le prêt, alors vous ne pourrez plus vous dégager de la vente. Vous êtes obligé d'acheter. Par contre, si la banque elle vous refuse le prêt, alors vous êtes libéré de la vente. Tout est terminé. C'est la garantie de ne pas vous mettre dans une situation délicate, voire dramatique financièrement. Parce que d'expérience, certaines personnes ont pu se dire que pour avoir un bien plus facilement, ils allaient renoncer à mettre une condition de prêt dans le compromis de vente. Et donc, entre guillemets, payer cash, sauf que en réalité, ils avaient besoin d'un prêt. Et donc là, très clairement, ça peut être dramatique si le prêt est refusé et que ça n'était pas en condition dans le compromis. Vous êtes obligé de trouver les fonds que vous n'avez pas et que la banque ne vous prête pas. Donc vraiment, faites hyper attention. Toujours mettre une condition de prêt si vous en avez besoin. Après, je ne parle pas des marchands de biens ou des gens qui ont une grosse trésorerie et qui peuvent essayer de jouer un petit peu là-dessus pour négocier des prix de vente. Mais voilà, en tant que particulier, on ne joue pas, on ne risque pas. De la même façon, si vous achetez un terrain à bâtir pour y construire une maison, l'obtention d'un permis de construire auprès de la mairie, ça peut être une condition du compromis. Si la mairie, elle est OK, la vente, elle va au bout. Mais si la mairie, elle refuse votre projet, la vente s'arrête. Vous n'avez pas l'obligation d'acheter ce terrain sur lequel vous ne pourrez rien faire. Je vous précise que ces conditions suspensives, elles vont être encadrées par un délai pour que la vente, elle prenne un temps raisonnable à se réaliser. Venons-en maintenant à une autre protection du compromis de vente. Il s'agit de la clause pénale. Alors, la clause pénale, c'est une clause qui va indiquer un montant qui devra être versé par le vendeur dans le cas où il ne souhaiterait plus vendre sans aucune raison valable. Autrement dit, c'est l'indemnité que vous pourriez toucher si un juge décidait que vous avez été lésé par votre vendeur qui s'est dégagé du contrat, donc de votre offre d'achat. Le montant de cette indemnité, c'est en général 10% du prix de vente. C'est quand même assez dissuasif parce que pour une maison à 350 000 €, l'indemnité, elle pourrait être de 35 000 €. On n'a pas très envie de perdre 35 000 € juste parce que finalement on a changé d'avis et qu'on n'a plus envie de vendre comme ça du jour au lendemain, quoi. Attention, cette clause, elle vous concerne également. Si vos conditions suspensives dont j'ai parlé avant se sont réalisées, par exemple si vous avez obtenu votre prêt de la banque et que vous décidez de ne pas acheter, on ne sait pas pourquoi, le vendeur il pourra demander à titre d'indemnité la même somme devant un juge, c'est-à-dire 10% du prix de vente.
On a quand même une petite différence. Vous avez une option supplémentaire par rapport à votre vendeur. Pour le vendeur, une fois que le compromis est signé, c'est terminé. Il doit aller au bout de la vente, il n'a plus le choix. Pour vous, en tant qu'acquéreur, il y a encore une petite option qui vous est laissée. Vous avez un droit, un délai de rétractation de 10 jours suite à l'envoi par votre notaire du compromis de vente signé et de toutes ses annexes. Vous pouvez donc encore réfléchir 10 jours après la signature du contrat. Et pendant ces 10 jours, si vous décidez d'abandonner le projet d'acquisition, aucune indemnité ne pourra être retenue contre vous. Je vais faire une petite précision qui peut sembler assez pessimiste. Mais je suis notaire, je parle de la mort. Si vous décédez, oui, si vous mourrez, entre le compromis et la vente, eh bien vos héritiers ne seront pas dans l'obligation d'acheter le bien. C'est assez logique, hein. Si vous avez des enfants qui n'ont pas du tout la capacité de tenir sur 25 ans pour l'achat d'un bien, voilà, on ne va pas les obliger à acheter pour vous. Enfin, du moins, à acheter à votre place, puisque vous ne serez plus là. Je précise parce que si c'est le vendeur qui décède, eh bien, ses héritiers, eux, ils sont obligés de vous vendre. C'est une protection supplémentaire. Voilà. Une fois le compromis signé et que le délai de rétractation de 10 jours est passé, alors votre dossier va suivre son cours en attendant la signature de l'acte définitif. En général, le temps que le notaire regroupe l'ensemble des pièces nécessaires au dossier, le délai entre le compromis et la vente, il est à peu près de 3 mois. Mais entre-temps, au bout de 2 mois, si vous avez eu besoin d'un prêt, alors dans ce délai, vous devrez avoir obtenu votre offre de prêt. Lors de cette étape, vous serez une nouvelle fois protégé par la loi en tant que consommateur. En effet, une fois l'offre de prêt reçue de votre banque, vous aurez encore 10 jours de délai de réflexion avant de pouvoir signer cette offre et l'accepter. C'est un délai incompressible. Vous ne pourrez pas accepter le prêt si ce délai de 10 jours il n'est pas terminé. Vous avez donc 10 jours pour lire et relire votre offre de prêt et ses conditions. C'est quand même un délai assez conséquent pour vous permettre d'être sûr de vous. Une fois que toutes les conditions suspensives ont été réalisées, que vous aurez votre financement, alors la vente, elle peut enfin se faire. Mais avant, vous allez pouvoir faire une dernière visite du bien afin de s'assurer avec votre agent immobilier et vos vendeurs que tout est conforme à ce qui était prévu, que le bien n'a pas subi de dégradation depuis votre dernière visite. Par exemple, si des dégâts se sont produits sur la toiture, une fuite ou simplement que le propriétaire a dégradé le bien, eh bien vous pourrez faire établir des devis pour les réparations et les faire rembourser par le vendeur. Il suffira d'informer le notaire afin qu'il indique cela dans l'acte. Et donc le notaire il fera les décomptes financiers de chacun en fonction des sommes qui sont indiquées dans les devis. Vient enfin la signature de l'acte de vente définitif. Et cet acte, il va reprendre l'ensemble des précisions juridiques et techniques indiquées dans le compromis, auxquelles vont s'ajouter des vérifications supplémentaires qui ont été faites par le notaire entre le compromis et la vente. Par exemple, il aura vérifié que la mairie ne souhaite pas acquérir le bien à votre place, que les diagnostics sont toujours valables, qu'ils n'ont pas changé de contenu entre-temps. Je ne vais pas tout vous lister, c'est 50 pages de vérification, de rédaction pour vous garantir une acquisition sécurisée vis-à-vis de la loi. Ça, c'est le travail du notaire. Et d'ailleurs, le notaire, il vaut mieux pour lui qu'il ait bien fait son travail. Parce que s'il est passé à côté de quelque chose, d'un élément important de votre dossier, eh bien, vous pourriez vous retourner contre lui en engageant sa responsabilité devant un tribunal. Alors, je ne vous pousse pas à poursuivre votre notaire pour tout et n'importe quoi, mais si vous pensez effectivement avoir été lésé par sa faute ou par un manque de vérification, vous avez bien sûr la possibilité d'être entendu devant la justice. J'avais souvent des clients qui venaient d'acheter ou qui avaient acheté dans l'année et qui se rendaient compte des fois d'un défaut du bien, de quelque chose qui ne fonctionnait pas, quelque chose qui était apparu après, qui soit rentré dans la maison et qui me demandaient s'ils pouvaient se retourner contre les vendeurs, les propriétaires précédents, en disant qu'ils avaient caché ce défaut. Alors, attention avec cela. Je vais vous parler brièvement de ce qu'on appelle les vices cachés. En gros, si un élément a été caché par le vendeur délibérément, que ce soit de l'humidité dans la maison, l'assainissement qui était défectueux, quelque chose d'assez grave et que le vendeur était au courant, alors là, oui, vous pouvez effectivement l'attaquer et partir en justice pour obtenir des réparations. Mais faut-il encore prouver que le précédent propriétaire était au courant de ce défaut? Et ça, c'est pas simple à prouver. Et aussi, si ce défaut, il était visible par vous,
eh bien en fait, vous ne pouvez rien faire. Il faut que c'est été caché de votre vision directe en gros. Donc c'est pour ça que je vous dis de toujours faire extrêmement attention quand vous visitez le bien, quand vous faites la revisite avant la signature de la vente définitive. Faites bien attention à tout ce qui est visible et ce que vous pourriez voir comme défaut, puisque ça en fait vous pouvez le faire changer avant de signer votre vente. Mais une fois que c'est fait, si c'était un défaut visible et que vous ne l'avez pas vu, malheureusement vous avez acheté le bien en l'état et c'est terminé, vous ne pouvez plus rien faire. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est d'être extrêmement attentif quand vous achetez. Et puis, si effectivement il y a quelque chose qui vous a été caché délibérément, essayez de prouver que le propriétaire précédent le savait lorsqu'il vous a vendu. J'espère que cet épisode vous a rassuré en tant que futur acquéreur et que vous vous dites que vous pouvez vous lancer en toute sécurité dans votre projet d'acquisition. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode qui sera justement sur les travaux des acquéreurs, que ce soit une construction, de la rénovation, etc. Tous les travaux qui peuvent toucher au bien. Et donc ça va certainement vous intéresser si vous êtes partant pour le projet d'acquisition. En attendant, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram et TikTok pour plus d'informations et plus de contenu. À bientôt sur Bientôt chez moi.